Le but, c'était qu'elle parte, je pense. Parce qu'il voulait se débarrasser d'elle. Alors ça, c'est un petit coup de... Ouais, c'est un petit coup de couteau, les derniers petits coups de couteau pour bien remuer dans la plaie. Ça la caractérise, franchement, c'est ce qu'elle est méchante. Vraiment, je pense que, pour le coup, dire ça, c'est juste de la méchanceté, c'est évidemment faux. Et elle avait envoyé cette capture d'écran à ma grand-mère en mettant 3 petits points. Et d'ailleurs, mon père a fait une lettre en démol suite à ça, en leur demandant de dire quelque chose, de reprendre leur employé, parce que c'était leur employé, c'était leur salarié, parce que ça s'apparentait quand même à du harcèlement, quoi. Moi, j'ai vraiment pas envie de parler d'elle à la base. C'est quelqu'un, je pense jamais à elle. Elle a fait beaucoup de mal à ma grand-mère, elle l'a vraiment blessée, à mon père aussi. Donc, tu vois, c'est même pas quelqu'un dont j'ai envie de parler. J'ai pas envie de lui faire cet honneur-là. Et en fait, c'est pas parce que tu as ce nom-là, c'est pas parce que tu es la petite fille d'eux, que ta famille a travaillé dans la télé, qu'on te déroule un tapis rouge, hein, vraiment. Bonjour Adèle de Fontenay. Bonjour Sam. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça me fait plaisir d'être en ta compagnie, Adèle. Alors, si ton nom nous semble familier, c'est parce que tu es la petite fille de l'iconique Geneviève de Fontenay, donc ta grand-mère. Je suis très heureux que tu sois avec nous pour pouvoir nous partager ton histoire, votre histoire. Et j'ai un petit cadeau pour toi en photo. Je pense que tu l'avais jamais vue, celle-là. Regarde. Ben non. Tu savais pas? Non, je savais pas. Oui. Ah, c'est drôle. Ouais, j'ai eu la chance de la rencontrer, ta grand-mère. Ok, et puis c'était récent, ça, non? Alors, cette photo, plutôt récent. Elle doit dater de 2012. Ok, je quand pense. Même. À l'époque, j'étais chroniqueur sur une chaîne du câble qui s'appelait Non-Stop People. Bah oui, je connais bien, ouais. Ouais, et elle adorait y aller. Bah oui, avec Jean-Marc Morandini, Jordan Deluxe aussi. Par la suite, il y a eu Jean-Marc Morandini. Moi, quand j'y étais, il n'y était pas encore. Jordan Deluxe a été dessus aussi. Et j'avais demandé à ta grand-mère, elle avait fait le plateau d'émission sur laquelle j'étais, je lui avais demandé, là on est dans les loges, de partager une photo avec elle, forcément. Et j'avais pas aimé ma tête dessus. Ouais, j'avais pas aimé. Bien. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Geneviève, ça vous gêne pas? Est-ce qu'on peut la refaire? Et tu sais ce qu'elle m'avait répondu? L'appareil prend ce qu'il voit. D'après toi? L'appareil prend ce qu'il voit. Elle m'avait répondu, ah non, on la refait pas, on a la gueule qu'on a. Ah bah c'est ça, en gros, ouais, mais ça m'étonne pas. J'allais te demander, est-ce que ça te surprend comme punchline venant de ta grand-mère? Ah, pas du tout. Et elle disait toujours, si on se plaignait de sa tête, ou même si elle-même était pas forcément contente avec son image, elle disait, bon, de toute façon, l'appareil, il prend ce qu'il voit. Oui, exactement. Et ça m'avait marqué, moi, cette phrase, parce que je m'étais dit, mais attends, moi, je ne m'aime pas sur la photo, mais elle me dit, on a la tronche qu'on a. Donc, mais après tout, c'est vrai, quoi. Ouais, et pourtant, tu sais qu'elle elle refusait jamais de photos. Donc là, c'était une petite blague, je pense, une petite punchline. Une petite boutade. Adèle, comment on se construit dans l'ombre, dans la lumière aussi d'une icône quand on est la petite fille de Geneviève de Fontenay? Alors, on m'a souvent demandé qu'est-ce que ça fait d'avoir une grand-mère connue. Et en fait, moi, je ne sais jamais répondre à cette question parce que pour moi, c'est normal. En fait, je suis née comme ça. Je suis née dans cette famille avec ce nom, avec cette grand-mère-là. Donc, quand j'étais petite et que j'avais 5 ans, pour moi, c'était ma grand-mère. Quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était pareil, en fait. Donc, ça a été toujours un peu compliqué de répondre à ça. Comment on se construit en fait, je dis toujours que j'ai eu 2 vies, un peu, 2 facettes de ma vie. Il y a une vie un peu extraordinaire, avec une grand-mère qui est quand même pas banale, qui a une vie pas banale. Donc, moi, j'étais entraînée là-dedans. Et il y a une autre facette où j'ai une vie normale d'enfant, d'ado, de jeune femme. Et c'est vraiment assez... les deux facettes, en fait, se mélangent assez bien. Et moi, j'ai réussi à trouver un bon équilibre. Donc c'est plutôt cool. Après, il y a des côtés négatifs, bien sûr, des côtés positifs, mais on en parlera plus tard, je pense. Tu la voyais beaucoup, ta grand-mère Geneviève? Ouais. Ou alors tu avais l'impression qu'il fallait que tu partages ta mamie, ta mémé, je ne sais pas comment tu l'appelais dans l'intimité. J'appelais mamie. Mamie, avec les miss? Alors, je la voyais pas mal parce qu'on habite dans la même ville. On habitait dans la même ville, donc à 5 minutes, 10 minutes l'une de l'autre. On a toujours été proches.
Alors, quand j'étais petite, elle avait un emploi du temps forcément assez chargé. Et l'histoire de partage, c'est marrant que tu emploies ce mot parce que je dis toujours que j'ai dû la partager en fait avec les Français, avec les gens en général, parce que beaucoup m'ont dit c'est vrai que c'est un peu une grand-mère pour nous, c'est un peu la grand-mère des Français. Et en fait, ouais, c'est marrant parce que moi, ça m'a toujours amusée. J'ai eu de la chance parce que... on a eu de la chance parce qu'elle a toujours été assez appréciée. Quand les gens la voyaient, c'était toujours chaleureux. Voilà, donc c'était cool. Tu définis ta vie comme étant une vie hors norme. Alors, je ne sais pas si c'est hors norme le terme, mais c'est vrai que c'est pas banal en tout cas. Et j'ai pu faire des choses avec elle, j'ai pu voir des gens avec elle que j'aurais jamais vus. C'est des choses que j'aurais pas vécues si ça n'avait pas été ma grand-mère, c'est sûr. Donc oui, forcément, il y a un côté un peu hors norme. Oui, tout le monde n'a pas une photo avec Karl Lagerfeld. Voilà, c'est ça. Toi, tu l'as, cette photo? Ouais, j'ai eu de la chance de le rencontrer. J'avais 14 ans. Et en fait, ma grand-mère avait une séance photo avec lui pour gala. Et dans mes souvenirs, on m'a proposé vraiment comme ça, un peu à la dernière minute, est-ce que tu veux venir? Moi, j'étais au collège, donc j'avais une après-midi de libre. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, je suis arrivée. On s'est assis dans un petit coin avec ma grand-mère, mon père. C'était un immense studio. Il y avait une bibliothèque énorme, un immense canapé en plein milieu de la salle. Et nous, on s'est mis sur des petites chaises, derrière un porte-manteau. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais quand il est arrivé, il nous a dit « Mais non, mais vous ne mettez pas là, mettez-vous à l'aise. » Il a été très gentil. Il avait été un peu marqué qu'on se soit assis dans un petit coin. Et en fait, le contact s'est fait super facilement. Et il m'a proposé de participer à la séance, mon père aussi. Et puis, c'est lui qui décidait en fait les photos qui seraient envoyées à gala. Et il a envoyé une photo de moi et ma grand-mère, donc j'ai été publiée avec elle. C'est pas la photo où on est tous les quatre avec mon père, mais c'est quand même un bon souvenir. Il paraît qu'il t'a mis un chapeau. Oui, il m'a mis un chapeau et il m'a donné un de ses sacs. Un sac Chanel. Ouais, qu'il m'a offert à la fin de la séance. Du coup, il nous l'a rendu. Je ne me rappelle plus du modèle parce que je ne l'ai jamais mis. Il est à la banque au coffre. Ah je bon? pense que c'est plus sentimental qu'autre chose parce que je ne sais pas combien il vaut, mais à la fin de la séance, on a voulu le rendre. Il a dit « Oh non, garde-le ». Ah bah c'est sympa comme cadeau. Mais tu l'as mis au coffre à la banque? Ouais. Mais pour quelle raison? Je sais pas, je me suis dit, si jamais on se fait cambrioler un jour, là, c'est vraiment sentimental et j'aimerais pas qu'on me le pique, quoi. Tu le disais que tu étais la petite fille de Geneviève de Fontenay quand tu étais au collège? Non, je l'ai jamais dit. Et c'est à chaque fois les gens qui l'ont découvert. Comment tu le vivais? Bien, franchement bien. J'étais habituée, encore une fois. C'est ce que je te disais. C'est pour moi... en fait, c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher particulièrement. Mais c'est pas non plus quelque chose que j'ai envie de crier sur tous les toits, forcément. Tu vois, ce serait bizarre d'arriver dans un nouveau collège, une école, je sais pas, peu importe, un endroit, et de dire, voilà, je suis... c'est pas marqué sur mon front non plus. Donc ouais, en général, quand je le disais pas, au bout de quelques semaines, ça se savait. Ça t'a apporté des avantages, ce nom de Fontenay? Alors, ça m'a apporté des avantages, forcément. Mais pas que. Et puis, faut pas croire que c'est magique non plus. Alors, par exemple, un exemple tout bête, mais si, tu vois, on s'apprête à aller au restaurant en famille, donc on est tous les quatre, donc ma mère, ma sœur, mon père, et plus ma grand-mère. Moi, si je rentre dans le restaurant toute seule, 5 minutes avant, pour demander une table, on va me dire qu'il n'y a pas de place. Je ressors, je dis à ma grand-mère, à ma famille. Et ma grand-mère, elle dit, attends, je vais aller voir. Elle rentre, elle demande une table de 5 et on lui trouve une table de 5, quoi. C'est sûr qu'il y a des petits avantages comme ça. Mais sinon, non, c'est pas... j'ai pas envie que les gens croient que c'est vraiment... tu vois, tu claques des doigts, t'as tout ce que tu veux, c'est facile à 3000%. T'as pu parfois sentir qu'il a été peut-être lourd à certains moments à porter ce nom? Alors, lourd, non. Je sais pas si j'ai des souvenirs, des mauvais souvenirs par rapport à ça.
Forcément, tu sais, quand t'es au collège, justement, on n'est pas très sympa entre nous à cet âge-là, donc t'as des réflexions. Ouais, je sais que j'en avais un peu marre parfois, mais franchement, non, j'ai toujours été très fière et j'ai toujours assumé. Donc, Et toi, tu la voyais sans chapeau? moi, je la voyais sans chapeau. Alors ça, c'est un gros mythe. Alors c'est vrai qu'elle le mettait toujours, hein. Mais elle l'a déjà enlevé plusieurs fois, y compris à la télé. Donc les gens souvent me disent « on l'a jamais vue ». Et en fait, si on cherche un peu, elle l'a déjà fait, il y a des photos. Mais tu la voyais parfois les cheveux lâchés? Non, lâchée, elle avait jamais les cheveux lâchés. Toujours attachés? Toujours en chignon. Ouais. Toujours le chignon. Ouais. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Je pense que c'était comme ça, qu'elle se sentait bien. C'était aussi sa marque de fabrique, hein, parce qu'en vrai, à la toute fin, vraiment, quand elle était très âgée, bon, elle s'embêtait un peu moins. On allait faire ses courses dans une petite épicerie où elle aimait bien aller. C'était un peu son petit épicier, voilà. Et là, elle mettait pas son chapeau, elle mettait un bandeau. Et en fait, là, on la reconnaissait pas, hein. Vraiment, si elle n'avait pas envie d'être reconnue, elle mettait pas le chapeau, elle se maquillait pas comme elle se maquillait, et elle était tranquille. Mais elle voulait être reconnue. Donc, Pourquoi elle voulait être reconnue? bah, en fait, je pense que quand on arrive à ce niveau de notoriété, je pense que ça fait partie de soi. Et elle aimait vraiment les gens. En fait, elle avait cet amour pour les gens qui était sincère. Et je pense que c'est pour ça que elle a autant duré en fait dans le temps. Et je pense que les gens l'ont vraiment aimée sincèrement parce que justement son amour pour eux était sincère. Et en fait, des fois, je la compare un peu à une femme politique ou un homme politique. Elle avait un peu ce côté proche des gens. Alors, je parle de... Je sais pas, par exemple, des fois, je pense à Chirac. C'était plutôt les hommes politiques d'avant. Mais ouais, elle avait ce contact vraiment. Et puis, elle a commencé dans les petites villes de France. Quand Miss France n'était pas ce que c'était, c'était vraiment des petites salles en province. Et ça, elle adorait. Elle est la fondatrice, hein, on est d'accord, hein, du concours Miss France. Elle a contribué à moderniser le concours, à faire des Miss des véritables stars jusqu'en 2010, jusqu'à ce qu'on lui reproche d'être trop conservatrice et d'empêcher justement le concours d'évoluer. C'est paradoxal. Alors, c'est mon grand-père qui a créé Miss France. Ah, c'est ton grand-père? Ouais, c'est mon grand-père, mais elle a été très tôt et très vite dans la boucle. Oui, son défunt mari. Voilà, exactement. Grand-père que tu n'as pas connu. Que j'ai pas connu. Le père de ton papa, forcément. Voilà. Et pour l'anecdote, en fait, mon nom de famille, c'est pas mon vrai nom. Alors maintenant, ça l'est. Mais, parce que moi, de toute façon, je suis née sous ce nom-là. Mais mon père a dû batailler pour le garder, pour lui. Et en fait, c'était le nom de résistance de mon grand-père. Et ensuite, bon, bah, ils ont pris ce nom-là. C'est-à-dire que ton grand-père, donc le mari de ta grand-mère Geneviève, ne s'appelait pas De Fontenay? Non. C'était un nom de résistance. Mais donc, alors pourquoi De Fontenay? Comment je ça sais pas. apparu? Alors là, pour le coup, je sais pas. Et c'est marrant parce que souvent les gens pensent que moi je descends d'une famille bourgeoise, noble, etc. Et pas du tout. En fait, c'est vraiment pas mon vrai nom. C'est un pseudo. C'est un pseudo, mais qui est devenu mon vrai nom parce que on a fait les démarches nécessaires pour garder le nom. Et ça a été assez compliqué parce que, alors justement, c'était des ennemis de mon père et de ma grand-mère qui étaient allés trouver un homonyme, enfin une femme qui s'appelait De Fontenay, qui a donc attaqué mon père et ma grand-mère en justice par rapport à cette histoire de nom. Et ça allait très loin parce que je crois que c'est allé jusqu'à la cour de cassation. Enfin, mon père a vraiment dû batailler pour le garder. Incroyable. Parce que pour lui, c'était son identité. Enfin, il est quand même un peu né aussi sous ce nom-là. Donc ton grand-père et ta grand-mère Geneviève ont fait changer officiellement leur nom. Voilà. Alors ma grand-mère, pour le coup, elle s'est jamais appelée De Fontenay parce qu'elle n'était pas mariée. Donc en fait, sur sa carte d'identité, il y avait marqué Mulman, donc son vrai nom. Geneviève Mulman. Mulman, et il y avait marqué Dite De Fontenay. Voilà. Dite De Fontenay. Mais pour tout le monde, c'est Geneviève De Fontenay. Ah oui, et puis pour elle-même aussi. Hein. Et donc ton père, ta sœur et toi, donc Xavier, ton papa, et ta sœur avec toi, vous avez fait tout ce qu'il faut au niveau administratif pour pouvoir vous appeler De Fontenay. Ouais, on a rajouté le nom au nom déjà existant, enfin au vrai nom de mon grand-père. Oui, donc c'est comme si c'était un nom composé. Voilà, et en fait, c'est notre nom d'usage, donc le nom... L'ancien nom, on ne l'utilise pas vraiment. Mais tu as raison de me reprendre, parce qu'on a tendance à penser que c'est ta grand-mère qui a créé le concours Miss France, tellement elle l'incarnait avec autant de lumière. Ouais. C'était ton grand-père. D'ailleurs, je sais qu'elle n'a jamais refait sa vie. Ta grand-mère, par la suite, c'était son seul et unique homme. Elle te le disait qu'en tant que femme, elle ne pouvait plus avoir cette vie de femme? Alors non. Elle en a jamais parlé. Pour elle, c'était normal de ne pas refaire sa vie.
Je pense que ça l'intéressait pas. Sa vie, c'était Miss France. Et ouais, c'est vrai que ça a été son seul et unique amour parce qu'elle l'a rencontré très jeune. Elle avait 19 ans, je crois, ou 20 ans. Et lui, on avait 30 de plus, ce qui était très rare à l'époque. Et donc, c'est ce que je te disais. Elle est connue, ta grand-mère, pour avoir modernisé le concours Miss France, pour avoir fait des Miss, justement, des stars, des véritables stars, jusqu'en 2010. Mais par la suite, le concours lui reproche justement d'être trop conservatrice et de ne pas être dans la modernisation. C'est paradoxal. Alors en fait, l'histoire, c'est que on lui a reproché beaucoup de choses, notamment quand il y a eu les changements là, très récents. Et en fait, je pense que ma grand-mère, elle avait quand même un certain âge. C'est très compliqué pour des personnes d'un âge, des personnes âgées, en fait, on va dire les choses, de comprendre les évolutions, de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que ça va très vite, ça change très vite. Il y a des choses qui n'existaient pas quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, je pense qu'elle était très attachée au concours qu'elle a créé, mon grand-père. Et pour elle, en fait, ce concours, c'était son bébé, c'était vraiment sa vie. Et le fait qu'on touche à ça et qu'on veuille le modifier, elle n'acceptait pas. Mais il n'y avait pas de, tu vois, de choses derrière. On a beaucoup dit qu'elle était homophobe, transphobe. Et franchement, non. Alors, transphobe, je crois que c'était par rapport à des propos de 2022. Elle avait été mise en examen parce que Sylvie Tellier, qui avait repris la présidence du concours Miss France, a décidé d'ouvrir le concours aux femmes trans. Et ta grand-mère, donc Geneviève, avait expliqué que c'était inacceptable, que c'était contre nature, ce qui lui a valu une mise en examen. Voilà. Alors, un an avant sa mort. C'est ça. Alors, pour cette histoire, pour cette anecdote-là, c'est pas une anecdote d'ailleurs, mais en fait, il y avait donc dans sa vie, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a toujours eu beaucoup de gens mal intentionnés. Ma grand-mère, elle était facilement manipulable et on pouvait l'amadouer facilement. Et il y a une personne à la fin de sa vie qui a réussi en fait à la manipuler. Et elle avait écrit, donc il avait écrit un communiqué en son nom parce que ce n'était pas elle qui écrivait les communiqués, c'est lui qui l'a écrit et il a parlé de contre-nature, ce qui a valu une mise en examen. Et en fait, il n'y a pas eu de jugement vu que ma grand-mère est décédée. Mais s'il y avait eu un jugement, cette personne aurait été condamnée aussi, sûrement. Ok, voilà. Mais qui était cette personne? Cette Parce que tu as personne, dénoncé justement des attaques malveillantes d'un entourage proche de ta grand-mère sur la fin. C'est ça. Alors en fait, cette personne, je ne citerai pas son nom parce que j'ai pas envie de lui faire de pub, parce qu'en fait, c'est ce qu'il cherchait. C'est une personne connue? Non, c'est pas une personne connue et c'est pas, il le sera pas. Il a tout fait pour le devenir. Il a essayé par tous les moyens de prendre la lumière, sauf qu'en fait, quand on est avec dans l'entourage d'une personne connue, il suffit pas d'être dans son entourage pour devenir connu. Il faut un peu de talent, ce qu'il n'avait pas. Donc voilà, il a grappillé un peu ce qu'il pouvait grappiller. C'était de l'abus de faiblesse pour toi? Franchement, ouais. Pour moi, à la fin, ça l'était. Mais il lui prenait de l'argent? Alors, on ne sait pas trop, un petit peu. Alors, il se disait être son attaché de presse, ce qui était faux parce que ma grand-mère n'a jamais eu d'attaché de presse à ce moment-là. Et si elle en avait eu un, elle aurait dû le déclarer. Or, il n'était pas déclaré et il me semble que, oui, elle le rémunérait un petit peu. Alors, je ne sais pas exactement combien ni comment, mais... Oui, c'était plus un opportuniste qu'autre chose pour toi. Ah oui, clairement. Ouais. Un profiteur qui gravitait autour de la lumière de ta grand-mère et de ce qu'il pouvait prendre. Il y en a eu beaucoup. Lui, ça a été le dernier, en date, du coup. Et ça a été un des plus... je dirais pas virulent, mais... voilà, ça a quand même découlé sur une mise en examen. Donc, voilà, ça a été quand même... ça a été loin. Pourquoi tu dis qu'il y en a eu beaucoup des profiteurs qui ont gravité autour de ta grand-mère? Alors... Il faut savoir que dans ce milieu qu'est la télé, il y a beaucoup de gens moi j'appelle ça des gens parasites en fait, parce que ils sont là où ça brille, là où il y a la lumière, là où il y a un peu de pouvoir, là où il y a un peu d'argent forcément. Et ma grand-mère qui était assez... il suffisait de la flatter un peu, il suffisait d'être gentil avec elle. Et en fait, très vite, elle intégrait les gens dans son cercle et ça a été compliqué. Enfin, mon père, il a dû se battre envers et contre tous pour justement écarter ces gens-là, quoi, qui étaient
là pour profiter, qui ont vraiment, pour le coup, même nuit au concours parce que ma grand-mère, elle avait pas sa langue dans sa poche, donc des fois elle parlait un peu trop, il y a des choses qu'il fallait pas divulguer, des contrats, des choses comme ça. Elle en parlait à des gens qui étaient censés être ses amis et finalement qui, derrière, la trahissaient. Il y a eu des procès à cause de ça. Enfin, bon, ça a été, C'est-à-dire qu'elle faisait confiance un peu trop facilement. Voilà, elle faisait confiance, elle faisait pas attention à ce qu'elle disait, elle avait pas... en fait, elle a jamais fait gaffe. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait, ce qui lui passait par la tête. Elle a d'ailleurs eu pas mal de condamnations aussi, hein, parce que y a une anecdote à laquelle je pense, c'est que... alors, moi, je dis souvent qu'elle disait tout haut. Ce que tout le monde pense tout bas. Tout le monde pense tout bas, merci. Alors, c'était Franck Ribéry. À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un scandale avec Zaya, qui était une prostituée, mais qui avait 17 ans ou 16 ans, bref, je ne sais plus. Ma grand-mère était outrée, forcément. Elle n'aime pas trop les footballeurs, parce qu'elle trouve ça un peu... tu vois, l'argent, tout ça, pour elle, c'est un peu démesuré. Et puis, en fait, Zaya avait été mise en avant par je ne sais plus qui. Alors, je crois que c'était Karl Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier, je ne sais plus. Oui, un des deux, tout à fait. Et en fait, elle était outrée, donc elle en parlait beaucoup. Et elle avait dit, Ribéry, au lieu de se payer des putes, il ferait mieux de se refaire les dents. Et donc, il avait voulu l'attaquer en diffamation. Et je crois que ça ne s'était pas fait parce que l'avocat de Ribéry avait dû lui conseiller de ne pas le faire parce que ça lui aurait fait plus de mauvaises pubs qu'autre chose. Et puis, c'est un peu vrai. Hein. Oui, puis moi, je ne serais pas allée en diffamation, je serais allée sur un jour public plutôt. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est connue, ta grand-mère, pour ne pas avoir eu la langue dans sa poche. T'as raison, elle disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, et elle a dit tout haut ce que beaucoup ne pensaient pas comme elle ou pensaient comme elle en 2008. Rappelle-toi, ouais. Valérie Bègue, on s'en souvient tous. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans ma voiture avec mon ex de l'époque quand à la radio, j'entends parler du scandale Valérie Bègue avec le pot de yaourt. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas passé pour ta grand-mère. Sa Miss France, avec des photos révélées en train de lécher un pot de yaourt, comme si c'était... comme si, on va se parler simplement, comme si c'était de la semence masculine. Voilà, c'était pas passé. Ah non. Ça a été sa pire année. Enfin, ça a été un cauchemar pour elle. Et alors, le clou a été enfoncé quand ils ont mis une autre Miss qui était juste Miss Paris. Kelly Botchenko. Voilà, c'est ça. En 2010. Alors, elle, c'était sa pire ennemie, je pense à ma grand-mère, vraiment pour le coup. Qui avait fait la ferme célébrité. Et voilà. Et en fait, elle a été mise dans la ferme célébrité pour emmerder clairement ma grand-mère. Et c'est là où ma grand-mère a claqué la porte parce que là, ça a été le coup de trop. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase et elle n'a pas pu accepter ça. Est-ce que tu veux dire que c'était un coup monté pour lui faire péter un câble? Ah oui, clairement, oui. Oui. Ah oui, et puis elle le disait aussi. Le but, c'était qu'elle vrille. Le but, c'était qu'elle parte, je pense. Parce qu'ils voulaient se débarrasser d'elle. Ils n'arrivaient pas à la virer? C'est compliqué de virer Geneviève de Fontenay, quoi. Donc, mais c'est compliqué en termes de statut, contractuellement parlant. Alors, c'est compliqué juridiquement, je ne sais pas. Par rapport à l'opinion publique. Je ne connais pas les contrats qu'il y avait entre eux. Je sais qu'il y avait beaucoup de contrats parce que quand ma grand-mère, après, a monté son concours concurrent... Miss Prestige Nationale. Voilà, Miss Nationale, dans un premier temps. Ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle avait signé beaucoup de clauses de non-concurrence, justement, parce que ma grand-mère s'en foutait, en fait, de ce qu'elle signait. Elle ne faisait pas gaffe. Et puis, voilà, elle a signé un tas de choses et c'était des contrats qui l'ont un peu liés, qui l'ont empêchée, on va dire. T'as de la colère depuis qu'elle est partie, ta grand-mère qui réside en toi? Alors, la colère, non. Franchement, c'est un mot trop fort, mais voilà. En plus, je suis habituée. Honnêtement, je suis habituée à toute cette hypocrisie, à tous ces coups bas. Ça ne m'a pas surpris plus que ça. Alors bon, là, moi, j'avais évidemment la peine du deuil qui se rajoutait à tout ça. Mais non, j'ai pas de colère. T'as mis un post, c'était en août 2023, lorsque ta grand-mère Geneviève de Fontenay nous a quittés à l'âge de 90 ans. T'as écrit « Je n'arrive pas à croire que ma mamie n'est plus là. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Nous étions avec elle 2 heures avant sa disparition. Geneviève est partie ce 1er août 2023 à 23 heures dans son sommeil, comme elle le souhaitait. C'est un immense vide qui s'installe désormais. Mamie, tu vas tellement me manquer. Je t'aime. » Tu écris qu'elle est partie dans son sommeil comme elle le souhaitait. Pourtant, c'est Sylvie Tellier qui avait expliqué par la suite qu'elle avait été très seule et qu'elle était morte un peu seule. Ouais. Mais quand je lis tes mots, je ne comprends pas la cohérence. Alors ça, c'est un petit coup de
Ouais, c'est un petit coup de couteau, les derniers petits coups de couteau pour bien remuer dans la plaie. Ça la caractérise, franchement, c'est ce qu'elle est méchante. Vraiment, je pense que pour le coup, dire ça, c'est juste de la méchanceté, c'est évidemment faux. Et suite à ces propos, des journalistes sont venus à sa résidence pour demander aux voisins et aux concierges si c'était vrai, si elle était vraiment seule. Ce que du coup, les voisins et le concierge ont démenti. Alors elle s'est empressée d'aller sur tous les plateaux pour dire ô combien elle aimait Geneviève. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas regardé ce qu'elle a dit, mais j'ai eu des échos. Moi, pendant qu'elle s'exprimait sur les plateaux en disant des conneries, parce que c'est clairement des conneries, bah moi j'étais en deuil et voilà, parce qu'on m'a sollicité aussi, BFM notamment, qui nous ont contactés ce jour-là, quoi. Enfin, on n'a même pas répondu évidemment. Enfin, moi j'étais juste en train de pleurer dans ma chambre, quoi. Donc, et en fait, quand ça a été révélé, on a attendu, en fait, pour l'histoire. Ma sœur était partie en week-end et donc nous on l'a appelée à 5h ou 6h du matin pour lui dire de rentrer. Parce qu'on voulait lui annoncer... alors, on lui a pas dit que ma grand-mère était décédée, on lui a dit voilà, que ça allait pas, tout ça. Et on voulait lui annoncer avant qu'elle l'apprenne, par la presse, évidemment. Donc, elle a pris le premier train et elle est rentrée. Et en fait, ça commençait à être compliqué de tenir le secret, parce qu'à l'hôpital, ça avait fuité. Et en fait, mon père a été obligé de l'annoncer à 10h, il me semble. Et en fait, ma mère est allée chercher ma sœur à la gare et je lui ai dit, dis tout de suite à Agathe dans la voiture, dis-lui, parce que ça fuite. Et elle lui a dit, et heureusement, en fait, ma sœur, à 1 minute près, si elle regardait son téléphone, elle la prenait sur son téléphone, quoi. Donc voilà, ça a été assez chaud. Et alors, quand ça s'est su, moi, j'ai éteint mon téléphone pendant 2 jours. Parce que j'ai commencé à avoir un flot de messages qui arrivaient en continu. Et là, je me suis dit, moi, je vais pas pouvoir. Donc, j'ai éteint mon téléphone. Et je me suis vraiment mis dans ma chambre et je suis restée avec mon lapin, ma sœur, pendant 2 jours. Mais pourquoi Sylvie Tellier, elle a dit publiquement, je pense qu'elle est partie un peu seule, parce que ça sous-entend que sa famille n'était pas là. Ah, mais ça sous-entend que vous n'étiez pas au chevet de votre grand-mère. C'était pour nous attaquer, clairement. Elle déteste mon père la déteste. Elle détestait ma grand-mère aussi, ma grand-mère l'a détestée. Voilà, elle a beau dire ce qu'elle veut, je pense que les gens savent. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois qu'on me parle d'elle, c'est pour me dire ça, qu'elle a trahi ma grand-mère, que voilà, enfin... Elle a beau faire tous les efforts qu'elle voudra, voilà, ça c'est ancré. Mais pourtant, elle lui a rendu un bel hommage lors d'une des dernières... Non, c'était hypocrite. Franchement, cet hommage a été hypocrite de A à Z. Ils étaient obligés de le faire. Pourquoi obligés de le faire? Obligés parce qu'il y avait quand même... tout le monde attendait ça d'eux, quoi. C'était le minimum. Et ils ont fait le minimum, d'ailleurs. Parce que, voilà, ne pas rendre hommage à Geneviève, qui avait créé ce concours, et qui, pour tous les Français, en vrai, est l'image de Miss France. Enfin, quand je parle aux gens, Miss France, c'est Geneviève. Et ça le restera, je pense. Tu l'as qualifié, cet hommage, d'hypocrisie sans nom. Qu'est-ce qui était hypocrite? C'est fort de dire que c'était d'une hypocrisie sans nom. Ça veut dire que tu n'as pas de place pour le doute. Ils ne voulaient pas le faire, vraiment. Il y a eu, depuis toujours, il y a un conflit qui est ouvert entre eux et entre ma famille. C'est un conflit qui est connu de tous. Enfin, je veux dire... et c'était... il y avait des attaques jusqu'à récemment. Des deux côtés, ma grand-mère ne les portait vraiment pas dans son cœur et vice-versa. Ils n'avaient pas envie de le faire, mais ils ont dû le faire parce que je pense qu'il y avait aussi une pression sociale, une pression des gens, de la société. Et s'ils ne l'avaient pas fait, je pense que les gens n'auraient pas compris. Est-ce que tu as pu penser que ça pouvait les arranger, hein? Désolée pour ma question qui est un peu dure, mais que ta grand-mère soit morte? Ouais, je pense. Honnêtement, alors je sais pas, peut-être pas jusque-là, mais si, en vrai, non, si. Je pense que c'est une épine dans le pied, voilà, qui est retirée pour eux. Tu dis qu'elle a craché dans la soupe. Sylvie, qu'est-ce que tu sous-entends par cracher dans la soupe? Elle a pas du tout été reconnaissante de tout ce que ma grand-mère, mon père, ils ont fait beaucoup pour elle. Enfin, je veux dire, pendant son élection, en fait, elle avait été un peu
elle avait un peu été dans l'ombre de Élodie Gossuin, qui avait été élue Miss Europe. Et ça avait été très dur pour elle. Et mon père, je me souviens, il se démenait pour lui dégoter des interviews, des événements. Enfin, il voyait que c'était pas facile pour elle, et donc il l'a fait beaucoup. Et à tel point que après son élection, elle disait, alors ça je l'ai su il y a pas très longtemps, mais elle disait, il y a 2 binômes, il y a Geneviève et Élodie, parce qu'Élodie c'était vraiment la préférée de ma grand-mère. Il y a Geneviève et Élodie, et il y a Xavier et moi. Et puis après, elle a été embauchée par Miss France. Enfin, ça a été tout un enchaînement de choses. Et puis voilà, là, du coup, quand elle a eu ce qu'elle voulait, elle a complètement oublié les gens qui l'ont amenée là où elle était, où elle a pu arriver, en fait. Mais comment elle est devenue présidente de la Société Miss France? Honnêtement, je sais pas trop. Je sais que c'est en démol. Je sais pas trop. Mais je pense que ma grand-mère a un peu fait en sorte qu'elle y soit. C'était appuyé donc par Geneviève? Ouais, il me semble, oui. Donc voilà. Encore un exemple qui montre que voilà, elle a bien craché dans la soupe après. Mais à quel moment se sentir trahir? À quel moment ta grand-mère s'est sentie trahie, ton père s'est senti trahi, votre famille s'est sentie trahie par Sylvie Tellier? Alors, j'ai pas exactement la chronologie, puis moi j'étais quand même petite à l'époque, mais voilà, elle a dit plein de choses, elle a vraiment dénigré ma grand-mère, mon père, elle a participé au fait qu'on les cancelle un peu, parce que c'était ça, hein, c'était vraiment effacer le nom de Fontenay. On voulait pas, ils voulaient plus du tout que le concours soit associé à ma famille, mais manque de bol. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas compris à qui s'attaquer, parce que ma grand-mère, ça reste quand même une icône, et ça reste celle qui a créé Miss France, et je le redis, mais j'entends, et enfin, c'est ce qu'on me dit aussi. Hein, c'est pas moi qui l'invente et qui le sort comme ça, du chapeau. Elle est l'image de Miss France, et elle incarne ça, quoi. Aujourd'hui, tu as 28 ans, t'es plus la petite gamine que t'étais, t'es une adulte, t'as une voix et tu peux la porter, cette voix. C'est une façon de rétablir une vérité qui criait en toi depuis petite? Ouais, en fait, j'ai l'impression que cette interview, c'est presque un peu thérapeutique aussi, parce que, en fait, j'ai toujours été, tu vois, dans l'ombre et dans la lumière, comme tu le disais en début d'interview, mais j'ai toujours été, tu vois... J'ai toujours fait attention à ce que je disais quand on m'interviewait ou que je parlais, ou que c'était comme si j'étais un peu en représentation, et j'avais pas l'impression d'être vraiment moi-même. J'osais pas, je pense, dire les choses comme elles devaient être. On m'a jamais bridée, hein, on m'a jamais dit de ne pas dire ça ou de ne pas dire ci. C'est toi qui avais cette pression, en fait, toute seule? Ouais, je me suis mis cette pression-là, et je pense que honnêtement, c'était un peu nécessaire aussi. Enfin, tu vois, quand tu fais partie d'une famille qui est exposée comme ça, publique, enfin une famille qui a autant de visibilité, bah faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à ce que tu fais. Et je l'ai un peu appris à mes dépens d'ailleurs, mais même en le faisant pas exprès, tu vois, on m'a prêté des rumeurs, On va en parler. On va en parler, ouais, mais tu vois, je me rappelle d'une fois où, donc pareil, j'étais au collège ou au début de lycée, et en fait j'avais fait une soirée, tu vois, comme chaque personne de cet âge-là peut faire. Et en fait, on était tous ensemble, on n'était pas une dizaine. Et moi, donc c'était Facebook à l'époque, j'avais mis un statut Facebook pour dire que alors, mon ami qui s'appelait Artus ronflait, on n'arrivait pas à dormir. Et en fait, mes parents qui n'avaient pas Facebook, je ne sais pas comment ils l'ont su. Et en fait, ils m'ont dit, mais tu peux pas mettre des trucs comme ça, parce que j'avais quand même 14 ans. Et en fait, personne ne savait que c'était dans un contexte de soirée où on était 10 à dormir ensemble, quoi, dans une pièce. Mais voilà, à 13-14 ans, dire ah, Artus ronfle, j'arrive pas à dormir, voilà, ça pouvait laisser penser que voilà, j'étais avec un garçon. J'aurais eu le droit, hein, mais voilà, c'était parce on a toujours été tellement attaqués, ça a toujours été tellement présent, que je pense qu'il y avait une sorte de petite parano aussi. Enfin, en fait, c'était pas une parano, malheureusement, c'était la réalité. Il fallait vraiment faire attention, parce qu'il y avait vraiment des gens mal intentionnés qui voulaient nous nuire, quoi. Et qui pouvaient, tu vois, prendre la moindre chose, la retourner contre nous. Et d'ailleurs, Sylvie Tellier, au moment du Covid, moi, j'avais posté une photo de moi en vacances. Et c'était chez un ami qui a un riad au Maroc, à Marrakech. Et en fait, j'étais topless, mais de dos. On était entre amis, en fait, et c'est ma copine qui m'a pris en photo, mais moi, je suis de dos, tu vois, donc on ne voit rien. Et je tourne la tête et je regarde l'appareil photo, quoi. La photo, elle est absolument... Il n'y a rien de scandaleux, enfin, il n'y a rien.
Et elle avait envoyé cette capture d'écran à ma grand-mère en mettant 3 petits points. Et d'ailleurs, mon père a fait une lettre en démol suite à ça, en leur demandant de dire quelque chose, de reprendre leur employé, parce que c'était leur employé, c'est leur salarié. Parce que ça s'apparentait quand même à du harcèlement, quoi. Aller sur mon compte, qui était vraiment... Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de followers, je suis pas très réseau, et du coup, je poste pas énormément. À l'époque, encore moins que Donc, maintenant. Tu te sentais stalkée par Sylvie Ah, Tellier? mais vraiment, là, oui, j'étais stalkée. Et faire cette capture d'écran et l'envoyer à ma grand-mère, c'était en plein Covid, en plus. Le confinement, ça faisait 1 semaine. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, selon toi, ces 3 petits Pas points? 3 petits points, toute ta vie, t'as combattu les miss qui faisaient des photos dénudées, et regarde ta petite fille, voilà. Alors que c'était absolument pas la même chose que... Ouais, tu l'as pris comme un pic? Ah, mais bien sûr. Enfin, oui, c'est pas un pic, c'est... Et tu vois, ça me fait pas plaisir de parler d'elle, parce que moi, j'ai vraiment pas envie de parler d'elle à la base. Enfin, c'est quelqu'un, je pense jamais à elle. Enfin, elle a fait beaucoup de mal à ma grand-mère, elle l'a vraiment blessée, à mon père aussi. Donc, tu vois, c'est même pas quelqu'un dont j'ai envie de parler. J'ai pas envie de, tu vois, de lui faire cet honneur-là. Et... Elle est plus présidente du comité Miss France depuis 1 an. Maintenant, Ouais, 1 an ou 2. Tu l'as accueilli comment, ça? Ah bah, comme une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, en vrai, je dis bonne nouvelle parce que, voilà, mais ça m'a fait ni chaud ni froid, à part que je me suis dit, bon, bah, voilà, ça y est, c'est son tour, chacun son tour, on se fait virer, puis ça va être la place de quelqu'un d'autre. Alors, c'est Cindy Fabre qui l'a remplacée, que nous, on aimait bien, qui était très gentille, qui nous a envoyé un petit mot à chaque fois, parce qu'elle a, du coup, elle a fait 2 élections, et elle nous a envoyé un petit mot à chaque fois. Elle a été très correcte. Oui. On voit facilement qui est loyal et qui ne l'est pas dans ce milieu. Ouais. Clairement. Alors, en ce qui concerne les Miss, ça se voit. Alors, des fois, c'est au bout de longtemps, parce que on voit pas ça rapidement. Il y a des gens qui cachent bien leur jeu. Tu vois, par exemple, ça m'intéresse plus de parler de Nathalie Marquet que de Sylvie Tellier, parce que vraiment, Sylvie Tellier, encore une fois, j'ai rien à dire sur elle à part ce qu'on vient de se dire, mais... Nathalie Marquet, ça a été vraiment une amie de ma grand-mère. Oui. Elle se connaissait depuis 50 ans, 40 ans, je ne sais pas exactement. Ma grand-mère, elle l'a considérée comme sa fille, vraiment comme sa fille, qu'elle avait jamais... Elle a eu que des garçons, elle n'a pas eu de fille. Et mon père a été le témoin de son mariage, avec Jean-Pierre Pernaut d'ailleurs. C'est grâce à mon père et ma grand-mère qu'elle l'a rencontré, soit dit en passant. Et en fait, gratuitement, comme ça, un jour, elle a attaqué ma grand-mère publiquement. Alors, c'était sur le plateau de TPMP, il me semble, et elle l'avait carrément insultée. Et ma grand-mère avait été choquée. Enfin, surtout que ma grand-mère était quand même assez âgée. C'était un peu la fin de sa vie, donc c'était assez dur pour elle. Elle n'a pas compris, quoi. Il me semble qu'elle s'en est excusée par la suite. Je sais pas. J'ai pas trop suivi. Mais bon, c'est facile de dire des choses comme ça, blessantes. Je sais pas si c'est pour amuser la galerie, pour faire du buzz, je sais pas. C'est facile de faire ça, puis après de s'excuser derrière. Une Miss qui devient, je sais pas, animatrice de l'île de la Tentation ou chroniqueuse sur le plateau de Touche pas à mon poste comme Delphine Vespizer, ça aurait été validé par Geneviève? Bah, alors ma grand-mère, je crois que Delphine a été... Je sais pas quand est-ce qu'elle est devenue chroniqueuse, mais ma grand-mère était encore en vie, et puis je sais pas, ça lui a pas posé plus de problèmes que ça, donc... Être chroniqueuse, oui, TPMP, c'était pas... c'est une émission comme une autre, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, mais ça reste une émission de grand public, et il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, ma grand-mère a souvent été sur le plateau, et au début, parce que c'était plutôt au début de Cyril Hanouna, ils s'entendaient bien, ils se sont toujours bien entendus d'ailleurs. Concernant l'hommage qui avait été rendu à ta grand-mère lors d'une élection de Miss France, tu as dit il y avait même une Miss qui avait attaqué notre grand-mère en justice, en diffamation, qui a perdu. C'était qui? Je sais pas, je connais pas son nom. Elle n'est pas connue. Elle est pas connue, mais elle avait attaqué en justice ma grand-mère parce que ma grand-mère avait dit quelque chose sur elle. Je connais pas exactement l'histoire, mais je sais qu'il y a eu ce procès, et mon père avait rigolé en la voyant l'hommage en disant mais elle est quand même gonflée celle-là parce que elle a attaqué en justice, quoi, ma grand-mère. Et elle avait perdu. Elle avait peur de mourir,
ta grand-mère. Je me souviens de déclarations qu'elle avait faites. Et je me mets à la place de ton papa, peut-être que ça a été accueilli de façon un peu difficile. Quand elle avait dit « J'ai peur qu'il ne respecte pas tout ce que j'ai demandé, j'ai peur qu'il ne fasse pas tout ce que j'ai demandé ». Elle doutait un petit peu de ton père. Ça a dû être dur aussi pour lui. Alors, en fait, elle avait peur de la mort pendant longtemps. C'est vrai qu'elle en parlait beaucoup. Elle voulait vraiment mourir dans son sommeil, comme je l'ai dit sur mon post Instagram. À la fin, je pense qu'elle en avait marre, elle a un peu lâché l'affaire. Elle ne reconnaissait plus la société dans laquelle on vivait. Le Covid, ça a été quand même assez compliqué parce que, mine de rien, ça a isolé beaucoup de gens. Et elle n'a jamais voulu se faire vacciner, donc elle n'allait plus au restaurant. C'était compliqué quand il y avait l'histoire du pass sanitaire. Alors si, elle recevait beaucoup chez elle, elle a toujours reçu chez elle. Son appartement, c'était un peu son QG. Tout le monde le connaît, son appartement. Mais oui, ça a clairement ralenti. Tu vois, ça a foutu un peu un coup, quoi. Comme à plein de gens, hein, mais à la fin, tu vois, elle avait plus d'énergie, je pense. Et du coup, elle voulait partir à la fin. Donc, par rapport à mon père, si je peux répondre à ça, non, je sais pas. Voilà, ils ont dit beaucoup de choses, l'un et l'autre. Ils avaient une relation un peu conflictuelle quand même. C'était un peu chien et chat, donc voilà, ça a toujours été un peu comme ça. Pendant un moment, ils ne se sont plus parlé. D'ailleurs, c'était drôle. Alors maintenant, on en rigole. Sur le coup, c'était pas drôle, mais il y avait évidemment tous les magazines un peu à scandale qui faisaient les gros titres de ça, de leur mésentente. Vraiment, ils ne se sont pas parlé pendant pendant un an. C'est mon père qui ne voulait plus parler à ma grand-mère parce que je crois que c'était au moment de son départ de chez Endemol. Enfin, voilà, elle l'a pas trop soutenu. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et en fait, il y avait des journaux. Il y avait un journal, en l'occurrence, qui avait titré Geneviève de Fontenay dévastée par la disparition de son fils. Et un jour, avec ma mère, on va faire nos courses dans la pharmacie où on allait, qui nous connaissait, du coup. Et la pharmacienne nous dit vraiment, mais d'un air dépité, je suis désolée, toutes mes condoléances. Et nous, on n'a pas trop compris sur le coup. On lui a dit, mais pardon, quoi Mais oui, votre mari, en s'adressant à ma mère. Et ma mère a dit, mais non, il est bien en vie. Il est juste plus chez Miss France, quoi. Ta grand-mère, elle voulait que tu reprennes le flambeau, parce qu'elle a dit, j'espère que ma petite fille Adèle prendra le flambeau. Elle voulait que tu sois la continuité de Geneviève de Fontenay pour le concours Miss France. Alors, je ne sais pas si... Elle voulait vraiment que je reprenne son flambeau. Je pense que oui, pendant un moment, je me rappelle qu'elle disait ça, mais c'était plus, je pense, une expression qu'autre chose. C'était plus par fierté, parce que je pense qu'elle était quand même fière de moi. Et elle voulait que je devienne un peu comme elle voulait que je sois. Tu aurais aimé ? Moi, on m'a beaucoup demandé si je voulais être Miss France. J'ai toujours dit non. Et en fait, il y a parce que quand j'étais petite, je remettais la couronne... pendant la cérémonie. Et Francis Huster, qui était le président de la cérémonie, ou bon, je ne sais plus, m'avait posé la question en direct, donc j'avais, je sais pas, 8 ans. Hein. Et il m'a dit, est-ce que tu veux être Miss France ? Alors il s'attendait évidemment à ce que je dise oui, et en fait j'ai dit non. Et ça a un peu surpris tout le monde, il a été un peu pris de court, je pense. Et vraiment, depuis le début, je sais que j'ai jamais voulu être Miss France, que c'était pas ma place, mon rôle c'était d'être de l'autre côté, quoi. Donc après, être dans l'organisation, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera plus tard, mais... Oui, c'est une histoire de famille. Et puis, en tant que grand-mère, vouloir que sa petite-fille reprenne le flambeau, c'est aussi une question d'héritage. La question d'héritage, est-ce qu'elle s'est posée ? C'est une question qui se pose beaucoup. On l'a vu, par exemple, avec la famille Hallyday. Est-ce qu'il y a eu un partage de biens au moment de la mort de ta grand-mère ? Alors moi, j'avoue que ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Enfin, je ne m'en suis pas trop préoccupée. Alors oui, il y a eu un héritage, hein, forcément. Et il me semble que ma grand-mère nous avait mis, moi et ma sœur, voilà, sur son testament. Et elle a un peu, pour que ça aille directement, pour que ça nous revienne directement, sans vraiment passer par mon père. Alors je ne sais pas exactement comment ils se sont arrangés, mais voilà, enfin, oui, c'est moi, ma sœur et mon père, quoi, qui avons hérité. C'est vous trois. Et tu as fait tes études à Dublin ? Oui, j'ai fait un semestre à l'étranger là-bas. Un semestre, pourquoi ? Ouais. Alors, je voulais partir, en fait. Je voulais partir pour faire un semestre.
Et en fait, tu sais, il faut passer un TOEIC ou un TOEFL. Et en fait, moi, j'aurais bien aimé partir aux États-Unis, je pense. Et j'avais pas le niveau en anglais, donc j'ai été prise en Irlande. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que ma sœur, le copain de ma sœur est irlandais. Donc, c'est peut-être croisé à cette époque, sans le savoir. Mais j'ai adoré Dublin, ouais, c'était très sympa. Tu as travaillé au Sénat également. J'ai travaillé au Sénat, j'ai travaillé à l'ambassade de France au Kosovo, donc j'ai vécu au Kosovo. J'ai travaillé avec Fabien Roussel. C'est vrai que la politique, c'est quelque chose que j'adore, qui m'a toujours plu. Donc j'ai fait des études de sciences politiques, de relations internationales. Et en fait, ma grand-mère aimait beaucoup aussi la politique. Elle connaissait beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques. De gauche, beaucoup. Alors, elle était de gauche, ouais. Les gens pensent qu'elle était de droite ou même d'extrême droite parce qu'elle avait des propos parfois qui pouvaient justement être un peu conservateurs. Mais non, elle a toujours été de gauche et elle a même soutenu pendant des années Arlette Laguillet, qui était la candidate de lutte ouvrière. Donc voilà. Et toi, il me semble que tu as une sensibilité pour le parti animaliste. Ouais, moi j'ai travaillé au parti animaliste, c'est la dernière expérience que j'ai eue. Donc j'ai fait la campagne des européennes pour eux. Et moi je suis clairement animaliste. J'adore les animaux. Ma grand-mère aussi adore les animaux, mais moi c'est toute ma vie. Les animaux, ouais, c'est quelque chose dans la famille. Ma sœur d'ailleurs fait des études vétérinaires, donc voilà, c'est très important pour nous. Ouais. C'est-à-dire, ils devraient quoi, avoir plus de droits ? Ouais, plus de droits, parce qu'en fait, on leur fait tout subir. Voilà. Et puis, tu vois, au-delà des droits des animaux, l'élevage intensif, c'est une catastrophe pour l'environnement, pour la santé, d'un point de vue sanitaire. Il y a des choses dont on ne se rend pas compte. Et moi, pour l'avoir étudié, je me rends compte à quel point c'est un désastre. Et c'est vrai que la souffrance animale, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc ouais, moi, j'étais vraiment... Pour le coup, pour ces élections-là européennes, j'ai travaillé quand même nuit et jour. Je donnais tout ce que j'avais parce que je le faisais par conviction et par passion. Au moment de ces élections, justement, tu postes une photo en marquant « photo officielle de ma campagne politique ». Et sous cette photo, il y a un commentaire qui dit « C'est bon, tu as enfin eu l'investiture de Marine Le Pen que tu voulais tant ». Ouais. Tu réagis à ce commentaire en disant « Non, mais c'est quoi ça, calmos ? Je ne cherche l'investiture auprès de personne, et encore moins celle du RN. Depuis quand des journalistes écrivent des articles qui se basent uniquement sur un commentaire ? Pourquoi te prêter un bord politique, celui du Rassemblement national ? Alors ça, c'était en 2020. J'avais pas fait de campagne encore, donc j'avais pas travaillé avec Fabien Roussel, j'avais pas travaillé avec le Parti animaliste. J'avais même pas travaillé au Sénat, il me semble. Et en fait, j'ai pas compris. Alors, pour le coup, c'était un jour de Noël, c'était le 24 décembre. Et en fait, ma grand-mère m'appelle un peu paniquée en me disant « Mais pourquoi on me dit que sur Internet, tu soutiens Marine Le Pen ?» Et honnêtement, je vois pas ce qu'elle veut dire, je ne comprends pas, je comprends pas. Et je me rappelle que j'ai pas trop prêté attention à ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle-même ne savait pas vraiment comment m'expliquer, voilà, elle connaissait pas... l'histoire. Et en fait, j'ai une heure après, moi je faisais mes cadeaux de Noël, j'étais vraiment dans Noël, et une heure après, je me dis c'est bizarre quand même qu'elle me dise ça, pourquoi elle me sortirait ça comme ça? Et du coup, je tape mon nom sur Internet et je vois qu'en fait, oui, il y avait un article qui disait que je soutenais Marine Le Pen, vraiment le titre, tu sais... tape à l'œil, la petite fille de Geneviève de Fontenay engagée auprès de Marine Le Pen. Je lis l'article et je vois justement que c'est le commentaire de la photo. Et en fait, moi, j'ai pas compris, quoi. J'ai été choquée. Et je me suis dit, bon, alors franchement, j'ai hésité entre rire et pleurer parce que c'est vrai que c'était quand même assez fou comme histoire. Et je me suis dit, bon, c'est Noël, je ferai ça le 26 décembre. Donc j'attends 2 jours. Le 26 décembre, là, vraiment, j'ai appelé ma grand-mère et je lui ai dit, il faut faire quelque chose. Faut faire un démenti. Je veux pas que cet article reste sur Internet parce que c'est faux et parce que pour moi, mon métier, ma vie, oui, là pour le coup, ça aurait pu me nuire, quoi. Et en fait, ma grand-mère a fait un démenti et du coup, il y a eu une sorte d'emballement autour de ça et du coup, il y a eu pas mal d'articles qui ont repris le démenti de ma grand-mère et qui ont parlé de cette rumeur dont j'avais été victime et pour le coup, c'est assez bien parce que la vérité a pu être rétablie. Mais, comment tu comptes faire briller, si tu as envie de continuer à le faire briller, ce nom de Fontenay ? Je pense que ma grand-mère, ce qui était important pour elle, c'était les valeurs. Donc
Donc ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire des choses qui auraient pu lui déplaire. Donc ouais, moi j'avais aussi un projet de télé ou YouTube. Je sais pas exactement encore comment j'aimerais le mettre en place, mais un projet d'émission avec les animaux. On m'a beaucoup dit, mais si tu veux faire de la télé, tu devrais faire plutôt ci, plutôt ça. Et en fait, moi, j'ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé. J'ai envie de faire de la télé pour parler des animaux parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me fait un peu vibrer, quoi. Donc, j'avais réussi à discuter avec des gens de Canal, de C8. Mais ça s'était pas fait. Et puis de toute façon, C8, on connaît l'issue. Mais voilà, j'ai pas du tout utilisé toutes les cartes que j'ai en ma possession pour mener à bien ce projet. C'est vrai que je peux pas m'y consacrer non plus à 100% parce que j'ai une vie à côté, un travail, tout ça. Donc ça se fait doucement mais sûrement. J'espère que je réussirai à le faire aussi. Je sais pas sous quelle forme encore, mais voilà, c'est un de mes projets. Il y a des productions qui t'ont proposé peut-être des télés? Alors non, j'ai pas de production. Alors c'est justement, je vais faire référence à ce que tu me disais en début d'interview. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on t'ouvre toutes les portes? Non, en fait, c'est pas parce que tu as ce nom-là, c'est pas parce que tu es la petite fille d'eux, que ta famille a travaillé dans la télé, qu'on te déroule un tapis rouge. Hein, vraiment. Alors évidemment, c'est plus facile pour moi que pour quelqu'un qui n'a jamais eu de contact ou quoi que ce soit. Mais c'est pas magique, quoi. Donc il faut que je bataille un peu, forcément. Eh ben, on va te suivre de très près. Merci pour ce témoignage, merci pour cette histoire que tu as continué de faire vivre. Merci pour la voix que tu as portée aujourd'hui. On te retrouve, Adèle de Fontenay, sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Adèle.defontenay. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux? Est-ce que tu as TikTok? Non, j'ai pas TikTok. Donc uniquement Insta? Ouais, Insta. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. Merci à toi, Sam. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.